Bienvenue dans Overbooked, édition spéciale Book Club avec les membres de mon club de lecture donc, qui s'appelle Bookaholic Book Club. On a avec nous Selena, Zénab et Karim avec qui on va discuter du livre de la semaine, donc Le mariage de plaisir de Tahar Benjelloun. C'est l'histoire d'Amir qui rencontre Nabou avec qui il contracte un mariage de plaisir. Donc c'est un commerçant d'une famille riche qui vit au Maroc à Fès. Et à chaque fois qu'il va au Sénégal, il contracte donc un mariage de plaisir avec Nabou. Et il se rend compte en fait qu'il tombe amoureux d'elle. Donc il veut l'emmener maintenant avec lui au Maroc, sachant que ça va être un peu chaud parce qu'il a une femme qui l'attend là-bas. Et ensuite, il y a le racisme. Et ensuite donc l'aventure de ces deux-là, mais surtout de Nabou et ensuite de leur descendance, donc jusqu'aux petits-enfants qui sont installés donc, dans le pays là-bas. Donc pour commencer, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de Amir et de sa décision déjà d'emmener Nabou au Maroc? Moi, je l'ai trouvé très égoïste. Et j'ai trouvé Nabou naïve, mais ce n'était pas sa faute. Elle rêvait peut-être de quelque chose de plus grand. Elle voulait quitter son quotidien, découvrir quelque chose de nouveau. Elle s'est dit que dans un nouveau pays, plus développé que le sien, ça allait être mieux, en plus avec quelqu'un qu'elle aimait. Mais lui, il savait les réalités de son pays, le racisme banal, ancestral qui était dans son pays. Et il a quand même poussé à le rejoindre. Je trouve que c'était très égoïste de sa part et qu'il a joué quand même sur sa naïveté aussi. Non, je suis d'accord. Et puis, c'est aussi le fait qu'il connaît la réalité. En dehors même, il sait qu'il a une femme. Il sait qu'il n'a jamais parlé de polygamie dans sa vie. Ouais, ça aussi. Et il est au courant de, justement, parce que lui, il estime comme il est différent. Il estime que lui, il n'est pas raciste. Il estime qu'on est tous égaux d'une certaine manière, mais qu'il y a des choses qui se passent dans la société. Et donc, certaines personnes sont moins respectées ou moins valorisées. Il le sait, mais il joue de ça. J'ai l'impression qu'il se base toujours sur, oui, la religion a dit que... Et donc, il estime que si lui, il suit les dogmes de la religion, bon, ça compense de la situation. Alors que Nabou, elle, je ne pense pas qu'elle se dise que les gens sont racistes quand elle part au Maroc. Et elle se rend compte très vite que la première femme n'était pas au courant qu'elle existait, qu'elle arrivait. Et je trouve que lui, il a beaucoup joué de ça. Et puis, c'est un lâche quand même. Oui, je pense aussi que c'est un lâche. Et c'est quelqu'un qui fuit la réalité. Exactement comme elle a dit pour résumer. Donc, vous ne pensez pas que c'est l'amour qui a fait qu'on envoie là-bas? Non, c'est pas. Non. Il ne lui donnait pas de C'est pas du tout l'amour. Toi qui aimes ton Nabou, toi, si tu t'es ami, tu n'allais pas envoyer la fille là-bas. Bon, Nabou, je vous explique. Avant de parler de pourquoi est-ce que j'allais emmener Nabou avec moi déjà, je pense que Nabou, c'est une femme exceptionnelle. C'est le genre de femme qu'on a envie d'avoir près de soi. Donc je pense qu'Amir, il a compris ça. Il s'est dit qu'au lieu de la laisser au Sénégal, là, je préfère l'amener avec moi. Elle sera près de moi. Tu vois? Mais je pense qu'elle a vu ça, Nabou a vu ça aussi comme une sorte d'échappatoire. Parce qu'elle était dans un environnement où, quand le gars n'est pas là, elle s'adonne à des choses en fait, qui ne sont pas vraiment cool. Là, elle s'est dit, bon, si je vais avec lui, je sors de quelque chose qui ne me correspond pas. La preuve, au départ, dans le début du livre, on dit qu'il y a une partie où quand elle a décidé de se reprendre, elle a laissé laver, elle voulait enlever tout ce qui est comme un crasse sur son corps parce qu'elle voulait le renouvellement. Malheureusement, devant la base, c'est beaucoup de choses. C'était chaud. Donc, mon autre question, c'est qui est votre personnage préféré, en tout cas dans le livre? Moi, mon personnage préféré, c'est Karim. Karim, parce que... Non, c'est pas... Attendez, c'est pas toi. Je sais que c'est moi. Karim, c'est le fils de Amir. Du coup, il souffre d'une maladie. Il était trisomique, effectivement. C'est que normalement, c'est lui qui était censé être peut-être un peu largué dans toute cette histoire, mais j'ai l'impression que c'est lui qui comprenait plus les choses. C'est lui qui avait plus l'amour de son prochain. Et dans ce monde chaotique où le racisme règne, lui, il avait une pureté de cœur qui revient à chaque fois, même dans le livre. Et donc, je me suis vraiment beaucoup attachée à ce personnage. En fait, finalement, Nabou, son histoire, elle a l'air passive. C'est comme si elle subit tout. Donc, elle ne prend pas de position, etc. Donc, finalement, tu ne peux pas aller sur elle. La première femme, vraiment, son cas est tellement désespéré qu'on n'a rien à dire sur elle. Non, mais justement, mais définitivement, Team Nabou. Et c'est grave qu'on soit Team Nabou, normalement. Okay. En fait, les deux sont bizarres. Parce qu'en fait, elles sont toutes les deux tellement particulières que, en fait, la première femme où on aurait pu avoir de la compassion pour elle, fait tout pour qu'on n'ait aucune compassion pour elle. Parce qu'elle est raciste, parce qu'elle estime être meilleure. Et elle veut faire valoir ce statut-là sans pour autant faire le nécessaire. C'est-à-dire, c'est quand tu n'as jamais rien fait d'extraordinaire dans ta vie conjugale
Et puis maintenant qu'il y a une deuxième femme, subitement, tu peux faire certaines choses. Mais en fait, ça ne prend pas parce que tu n'as que des mauvais comportements, tu ne dis que des mauvaises choses. Donc ça fait que tu n'as pas de compassion, tu as moins de compassion pour elle alors qu'on aurait pu en avoir. Et finalement, les autres enfants, ils servent à rien. Et donc, il te reste qui? Il te reste Karim qui, justement, a du sens, qui, lui, en fait, réfléchit, qui, en fait, trouve toujours une solution à une situation. Tu vois, il voit toujours le bon côté des choses en se disant qu'il y a des circonstances de la vie, mais tu peux passer outre parce que X, Y, Z. Et Amir, comme c'est un lâche, on a déjà dit. On ne peut pas compter sur lui. Sérieusement, moi, je vois deux. Je suis deux teams Nabou. Attends d'abord, j'explique. Je suis team Nabou et je sais pourquoi je suis team Nabou. Oui, on sait. Mais, voilà. Vous saurez. Mais en fait, j'aime beaucoup Karim. Parce que Karim, c'est comme. Dieu lui a donné quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres. Il a atteint une anomalie physique, mais pour compenser cette anomalie, Dieu lui a donné une capacité spirituelle de voir les choses avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur. Je pense que c'est souvent, heureusement, son père n'a pas vu en lui une sorte de malédiction, mais plutôt une chance en fait pour voir les choses. Parce qu'il a, en fait, il a peut-être physiquement c'est bizarre, mais mentalement, spirituellement, il arrive à voir les choses clairement en fait par rapport aux autres. Voilà pourquoi je suis team Karim, parce que je m'appelle Karim. Voilà. Maintenant, après je suis team Nabou aussi, parce que Nabou, je vous dis, lisez ce livre-là. Il a dit, en fait sincèrement, on m'a toujours dit, après on va venir à l'histoire, on m'a toujours dit, épouse une femme sénégalaise. Épouse une femme sénégalaise. Mais Nabou, c'est l'archétype de la femme sénégalaise qu'on nous décrit tout le temps, en fait. On décrit à qui? À toi? On nous a toujours décrit ça. Ah bon? Par exemple, aux hommes. Derrière la caméra, ils sont d'accord, mais ils ne veulent pas dire. Non, elle prend soin de l'homme, elle prend soin des filles. Donc, ça fait qu'elle a pu garder Amir, en fait. C'est pour ça qu'il revient toujours. Sinon, s'il venait, il allait contracter d'autres types de mariages avec d'autres femmes. Mais c'est parce que cette dernière-là arrive, en fait, à faire ce que la femme de Fès n'arrive pas à faire. Donc, voilà pourquoi, en fait, je pense que je suis team Nabou. Je serai toujours team Nabou. Qu'est-ce que Lala Fatma a fait qui vous a marqué? Faire dormir Nabou dans la cuisine, alors qu'elle est censée être, en tout cas, elle est sur le point de devenir ta coépouse, parce que tu estimes qu'elle est moins que toi, et que c'est une noire, et que nous sommes la crasse sous les chaussures. Et donc, ça m'avait vraiment... Ça m'a révoltée. C'était la première chose. La deuxième chose, je crois qu'à un moment donné, elle pète les plombs. Quand elle fait venir le sorcier. Oui, ça c'est là. Bon, c'est contradictoire. Tu dis que la fille Nabou, c'est une sorcière parce qu'elle est noire, parce qu'elle vient d'Afrique. Mais toi, tu es blanche et tu vas chercher un sorcier pour pouvoir la tuer et tu as toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir faire en sorte que la fille disparaisse. Donc, je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez exactement du mariage de plaisir, appelé également mariage de jouissance ou mariage de bien-être? Et puis, attendez, je vais lire une partie, je vais lire un extrait, parce que je veux votre avis sur l'extrait aussi. Ma feuille. Bon, donc, il est vrai, commenta Moulay Ahmad, que le mariage de plaisir contracté hors du foyer conjugal pour une période donnée a un parfum d'interdit, qu'il peut exciter les bas instincts de l'homme. Il ne doit cependant en aucun cas être compris comme un encouragement à humilier la femme légitime laissée à la maison ou maltraiter celle avec laquelle vous consommez un mariage pour quelque temps. La notion de plaisir est liée à la brièveté de la relation. L'autre mariage installé dans le temps et pour la procréation n'évacue pas le plaisir, mais le dilue. Sincèrement, avant de répondre, je veux dire que vous pouvez que j'ai lu ce livre-là. Le passage que tu as pris, c'est là-bas, il y a mis ma feuille. Ok, bref. Non, mais plus sérieusement, je pense que, comme le gars, le monsieur l'a dit, c'est pas quelque chose à encourager. C'est pas encouragé. Moi, je fais pas beaucoup de... J'arrive pas à dissocier ça trop de la tromperie, en vrai. C'est-à-dire que tu fais un voyage parce que tu estimes que toi, tu ne peux pas trop te gérer. Tu fais un mariage contractuel là-bas. C'est une forme de prostitution déguisée, en fait. Oui. Désolé du terme, mais c'est ça. Moi, tu te vends déguisé. Parce que tu te bases sur quoi, en fait, pour dire que tu peux pas... Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas tenir? Tu veux dire non, si je fais ça, je ne veux pas pécher. Mais là, même, c'est déjà... Moi, je pense que c'est bizarre, en fait, parce que... C'est bizarre. Tu peux pas dire que je vais te prendre, je vais signer un contrat avec toi juste pour le plaisir. Puis tu me laisses. C'est comme si c'était un objet. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce qui me dérange en fait dans ce mariage. Et je suis même pas pour savoir si tu es pour, si tu es contre. Je préfère marier ma deuxième femme que de me marier contre. En fait, qu'est-ce que ça change de la tromperie? Rien en fait. Ta femme que tu laisses je sais pas, dans un autre pays, elle ne le sait pas, elle n'est pas au courant. Tu vas dans un autre pays jusqu'à te marier. Est-ce que tu n'as pas pris une maîtresse, tu n'as pas une copine comme ça, tu vas jusqu'à te marier dans le dos
d'une femme que tu as déjà. Bon, je trouve ça même, je ne vais pas dire plus grave même que la tromperie banale, mais je suis pas pour. Parce que je trouve que la raison derrière, elle est hypocrite, elle n'est pas sincère, à mon avis. On nous a toujours dit, ça c'est quelque chose, on nous a toujours dit que tu ne peux pas épouser une femme, la laisser ici, partir en aventure. Et puis, comment ça en fait? Ce type de mariage, à mon sens, n'est même pas viable. Ça ne peut pas vivre longtemps. Et ça sera toujours éprouvé par des tromperies, des scènes parce que ça peut arriver, le corps demande. Ce mariage contractuel ou de plaisir, là, comme Zinab l'a dit tout de suite, c'est hypocrite. Parce que c'est pas... Et puis, on me dit plaisir, mais c'est juste parce que tu veux juste t'enjailler que tu le fais. Voilà. Donc, autant aller faire avec autant aller dans des maisons closes que d'aller fatiguer enfin des gens. C'est ça, Ami dit que ça c'est péché. Donc, il doit rester dans la loi de ce que Dieu a autorisé. Ami dit, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Mais en fait, ça va plus loin. Parce que pour moi, je pense qu'il y a une partie, on va dire, semi-positif de cette histoire. Ah bon? C'est que la femme avec qui tu as ce mariage de plaisir, on va dire, a un peu un rang, je ne vais pas dire d'égaliser, un peu protégé d'une certaine manière en termes de légalement, religieusement, là on est dans un contexte religieux, parce que justement, comme c'est une coutume qui se fait, tout le monde se dit, bon, tu es dans un cadre un peu, on te respecte un peu plus parce que tu es dans ce mariage de plaisir versus si tu es une go qui donne comme ça. En fait, pour moi, c'est juste ce côté-là qui, on va dire, change l'image qu'on peut avoir de la femme avec qui tu contractes ce mariage de plaisir. Et effectivement, quand tu le lis, la voisine de Nabou, elle est jalouse. Oui. Par exemple. Ce qui, en soi, est un peu particulier. Mais elle est jalouse parce qu'elle se dit, bon, Nabou, en vrai, quand son gars de Fès vient, Joe, elle est sécurisée, elle a un foyer, entre guillemets, et ce qu'elle n'a pas, puisqu'elle est célibataire avec ses 40 enfants, et puis sûrement, elle aussi, elle a 40 gars sur le côté, comme Nabou. C'est la vérité, Nabou était un peu légère. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer. Avant qu'elle parte au Maroc, c'était un peu chaud. Mais donc, ça fait que je me dis, ça met un cadre un peu plus sain, entre guillemets, mais c'est totalement hypocrite parce que justement, le cœur de cette histoire, c'est le plaisir d'un homme. Oui, en réalité. Et je pense que comme c'est une question de conscience et qu'à l'époque, justement, Amir, il te dit que lui, il est pieux, il est religieux, l'islam, ça guide sa vie. Mais bon... Quand même. Je pense qu'il se cache beaucoup derrière l'islam. Il se cache beaucoup derrière l'islam. Au final, quand on regarde attention. Attention. Il y a des, je pense que cette autorisation-là, il y a des branches où c'est permis. Nous, on accepte, exemple sur les chiites. Eux, bon, à Skip, il n'y a pas de problème de faire un mariage contractuel. Mais de l'autre côté, chez les sunnites, malikites, on te dit non, ça, c'est pas... Ça se fait pas. Ça se fait pas, Marie ta femme, tu voyages, tu reviens. Après, si tu sais que ton voyage va prendre du temps, mais pourquoi tu ne vas pas avec ta femme là-bas? Qu'est-ce que vous avez pensé de la suite des événements quand on passe à la génération suivante? Les enfants, c'était voué à aller plus loin de toute façon quand tu as un enfant noir, un enfant blanc, et donc sont confrontés à deux vies totalement différentes. Et comme toujours, celui qui est noir est celui qui a le plus de questionnements, qui souffre le plus, qui continue à être insulté au quotidien et tout, et qui subit ce que son frère n'arrive pas à comprendre. Et qui, j'ai l'impression, des fois, j'ai envie de dire, son frère aussi un peu naïf, de ne pas comprendre ce que son frère vit quand sa mère a la même couleur que son frère. Qui, lui, en fait, vit sa vie du genre, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Oui, ma mère est noire, mais ok. Ça n'a pas d'incidence sur ma vie. J'ai pas de répercussion, donc du coup, je suis dans ma bulle et il a du mal, je pense qu'il est très proche de son frère, mais il a du mal aussi à comprendre son frère qui vit certaines choses et j'ai l'impression qu'il ne fait aucun effort pour le comprendre. Mais je pense que ce sera difficile pour quelqu'un qui ne vit pas la même situation que toi de comprendre ce que tu vis aussi. Mais il y a un peu la naïveté de son père, Amir, qui se dit, bon, c'est vrai que je suis blanche, c'est vrai qu'il y a du racisme, mais tout le monde n'est quand même pas méchant, tu vas pas quand même souffrir de ouf, quoi. Dans ce livre-là, les blancs sont dans leur bulle. Les gens qui ont la peau blanche, là, sont dans leur bulle. Ils vivent dans leur réalité. Et même s'ils côtoient des noirs et qu'ils ont des enfants avec des noirs et que même l'enfant est noir, malgré ça, ils vivent, eux, dans leur bulle de, comment on appelle ça, de favoritisme. Et en comparaison, on a des personnes à la peau noire qui ont leur réalité et même ces personnes blanches-là qui sont proches d'elles n'arrivent pas à comprendre. Même de la même famille, ton propre frère qui n'arrive pas à comprendre ta réalité, c'est quand même assez grave. Et ça montre un peu quand même, ça résume un peu le livre quand même. C'est que malgré tout, on peut être de la même famille. Moi, à partir du moment où je suis blanche et toi noire, on ne pourra pas vraiment se comprendre. Parce que tu as des combats que moi, je ne peux pas comprendre à la fin de la journée. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la suite des péripéties où le petit-fils perd sa carte d'identité?
Salim, c'est un plaisantin comme son grand-père Amir, en fait. Deux inconscients, franchement. Salim, en fait, c'est le gars qui lui aussi naïf. Déjà, toi aussi, il faut dire que Salim, le petit-fils, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quoi. Lui aussi, il est né d'une maman un peu claire et d'un papa noir. Il est sorti tout noir. Même scénario. Donc, même scénario que son père qui, lui aussi, bon, a des problématiques. Mais tu ne peux pas décider, je répète. allez lire le livre. Parce que vraiment, tu ne peux pas aller seul dans un quartier où c'est vraiment, c'est pas no man's land, mais c'est vraiment, vous êtes laissé pour compte. C'est un mélange de ghetto, de trafiquants, etc. Tu décides d'aller découvrir ce monde que toi, tu ne connais pas. Parce que tu vis à Fès, à Tanger avec les gens qui se ressemblent pas en vrai, mais tu vis une vie un peu dans une bulle. C'est ce que Zénab dit depuis, tout le monde vit dans sa bulle. Et comme lui, c'est un inconscient. En plus de ça. Il part dans un quartier. Il y a un monsieur qui meurt là-bas. C'est toi, le super-héros, comme par hasard, à Saddam, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, appeler la police. Non, mais tu appelles la police alors que tu ne te rends pas compte que tu es dans un endroit où justement la police a tendance à soit ne pas venir, soit à faire d'embarquer tout le monde. Et c'est toi qui n'as pas de carte d'identité pour te déterminer. Tu es noir, marocain, ce qui n'existe quasiment pas. Et tu ne te balades pas avec ta pièce d'identité pour prouver que tu es vraiment marocain. Donc, qu'est-ce que tu fais? On te ramasse comme les autres immigrés et puis on te ramène dans un pays que tu ne connais pas. Direction Dakar, chez tes grands-parents. Et comme par hasard, il va au Sénégal. Mais c'est ça l'histoire, c'est que le gars, on l'a soulevé comme s'il était un immigré qui a traversé le désert. Et puis on les a amenés. C'est-à-dire de où on l'a attrapé là? Il est monté dans l'avion. De l'avion, il est arrivé au Sénégal. Mais sans papier, sans argent et sans son fameux appareil photo dont il n'arrête pas de parler en fait. Mais est-ce que c'est pas genre une forme de Nabou qui revient aux sources en fait à travers lui? Ah, ça n'avait rien à voir. Hein. C'est pour qu'il a une telle... Non, je veux dire que... Si, non, absolument. Je pense que ta question est pertinente et je pense que Zénab exagère. Il est tellement énervant qu'il a oublié. Oui, non, en fait, il y a une part de se dire qu'il va se rattacher à son histoire. Il n'a jamais vraiment posé de questions en fait à Nabou sur l'histoire du Sénégal, c'était comment sa vie avant qu'elle se retrouve, c'est pas vrai. On dit qu'il faut faire attention à ses prières là, c'est ça. Tu veux tellement savoir d'où tu viens, on dit bon allez, prends tes bagages, on s'en va. Et le gars, c'est ce qui se passe. Donc il arrive, mais le problème c'est que il n'arrive pas en fait à chercher à connaître mieux son histoire. Au début, moi je pensais comme toi que c'est vrai que ok, c'est une expérience incroyable qu'il se retrouve au Sénégal comme ça, mais peut-être qu'il va essayer de connaître un peu d'où il vient, ses origines et tout, et finalement il veut repartir en fait chez lui, mais il estime qu'il a un destin qui est différent. C'est-à-dire qu'il veut faire la traversée du désert comme les immigrés pour repartir au Maroc, pour revivre ça, parce qu'il n'a jamais vécu ça, comprendre en fait quel est le parcours de ces gens qui quittent leur pays, qui font tout pour arriver en Europe. Et donc il se perd, je pense, dans ce qu'on pensait être une nouvelle découverte de son histoire. Parce que, est-ce que c'est le moment d'arriver là-bas, cette partie du livre? Quand il revient et que finalement il se rend compte qu'il n'y a pas de traversée, on leur a pris leur argent et tout, il repart dans sa famille, on lui trouve un travail. Et comme ça, du jour au lendemain, il décide que non, il ne veut pas, et il se lève en pleine nuit, il décide d'aller faire maintenant la traversée pour aller en Espagne. Il a un problème, on dirait. Il avait un problème. C'était une crise identitaire qui est... Ouais. Ce qui se passe. Oui. Donc, comme j'expliquais, il décide d'aller en Espagne, il se lève. Là-bas, ça ne se passe pas comme prévu. Les policiers débarquent, 2 balles en plein cœur. Okay. Mais en fait, ça me rappelle un peu l'histoire du livre. Je ne sais pas si c'est Camara Lai, ou je ne sais pas, l'enfant il a fait l'école coranique et puis il part en Europe. Donc, il part en France, je ne sais pas où, et puis il va apprendre la culture française. Mais sauf qu'il se confronte à un problème d'identité entre ce qu'il a appris ici et ce qu'il a appris. Donc, il revient, il est totalement perdu. Je pense qu'il est devenu fou, en fait, parce qu'il n'arrive pas à mettre ensemble ce qu'il a appris là-bas et ce qui est ici, ce qui le rend totalement fou. Pareil pour le petit-fils de Amir, qui, à la recherche d'une forme d'identité, ne sait même plus où il est même. C'est-à-dire que entre ce que tu es ou ce que tu penses être, tu ne sais plus où tu es, en fait. Et je pense que ça joue aussi dans l'histoire de se dire que finalement,
la vie, l'histoire des Marocains finalement. Hein. On te parle, ça vient sur ça, les Noirs au Maroc. Ce qu'on ne vous a pas dit dans l'histoire, c'est qu'on saute des générations entières, ou en tout cas des années entières. Et finalement, quand on arrive en 2010, l'histoire du petit-fils en 2010 hein, qui fait cette traversée. Donc finalement, c'est encore très proche. Mais tu te rends compte que la situation que sa grand-mère a vécue et ce que lui, il vit, c'est la même chose. Je pense que ça dépend aussi de l'histoire qu'ils ont vécue. Le simple fait que le Maroc a aussi été colonisé par la France, comme nous autres. La différence, c'est que l'Afrique blanche a tendance à penser que comme ils sont un peu blancs, eh ben, ils sont blancs. Et justement, quand tu es colonisé par quelqu'un qui estime que les Noirs sont moins que toi, tu te rends compte qu'en fait, moi, je suis du même continent, mais on n'a pas la même couleur de peau, et que tu es colonisé par cette même personne-là qui te dit, ben, les autres vous êtes mieux que les autres, donc finalement, c'est quelque chose que tu répètes. On a toujours cette discussion aujourd'hui, on dit toujours que l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord essayent toujours de se séparer, de se rompre, parce que les autres estiment qu'ils ne sont pas pareils. À la différence où dans le livre, je trouve qu'on dit souvent les Marocains sont africains, mais pas les mêmes Africains que les Africains noirs. Aujourd'hui, dans beaucoup de discussions, l'Afrique du Nord ne se considère pas africaine. Donc, c'est ça aussi, ça dépend vraiment. Après, même s'ils sont africains, on a deux histoires complètement différentes, ce qui fait qu'ils ne s'identifient pas à nous. Et nous aussi, on a du mal à... Voilà, parce qu'on est dans on est dans le même continent, mais on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a même pas la même histoire. Le background, il est complètement différent. Absolument. Dans le livre, on explique que, comme tu l'as dit, chaque jeudi, on vendait les noirs sur la place. C'est ça. Donc, chez eux, c'est ça, c'est quelque chose qui se fait. Oui, il y a ça. Et puis, il y a la traite. Bon, il y a aussi peut-être l'influence, comme tu as dit, de la colonisation avec la France et tout. Mais au-delà de ça, il y a la traite arabo-musulmane où ils prenaient les Noirs, etc. Et puis ils venaient, etc. Donc tous les pays du Maghreb aussi ont ça. Et donc je pense que ce côté-là où ils voyaient les Noirs que comme des marchandises, c'est encore resté ancré. Donc ils se sont dissociés. Et puis après, avec la colonisation, ça a accentué. Et puis ils s'éloignent encore plus de nous, quoi. Dans la canne, il y a une fille qui est venue. Elle a dit comment je sais plus. Une Algérienne. C'est une Algérienne. Ah oui, oui. Puis on fait une ça, ouais, parler de son traitement. Donc, et je me demande si le livre, justement, c'est pas pour expliquer, parler un peu de la part de ces personnes-là et puis expliquer que, bon, sur des générations, malheureusement, il n'y a pas de changement. Oui, effectivement, parce qu'il n'a pas attaqué le sujet du racisme comme ça directement. Non. Il a l'amour, le mariage, la religion, vraiment, pour ensuite arriver à ce malheureux sujet-là. Mais je pense que nous aussi, en Afrique noire, on a, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'arrive pas aussi, malheureusement, à voir les Marocains ou les Algériens comme des Africains. C'est-à-dire que quand tu les vois, c'est inconscient, hein, c'est inconsciemment. Comme des Arabes, en fait. Voilà, tu vois, c'est des Arabes. Tu vois, tu te dis pas immédiatement que c'est des Africains. Pourquoi? Moi, je pense qu'on a tout le temps, ou on s'est tout le temps dit que l'Africain, c'est celui qui doit avoir la peau noire, en fait. Si tu n'as pas la peau noire, tu n'es pas un Africain. C'est pour ça qu'eux aussi, ils estiment qu'ils ne sont pas noirs. Parce que même dans leur discours, une fois, je me rappelle, lors de la CAN, je ne sais pas si c'est la CAN au Cameroun, je ne sais plus, tu vas entendre des choses. Ah, les Africains, ils ont triché. C'était pendant la CAN, c'est pas notre CAN, c'est pendant la CAN au Cameroun. Les Africains, ils ont triché, ils ont mis des gris-gris dans les poteaux. Mais tu es aussi quel continent? Et quand on les gagne, surtout les Algériens, tu vas entendre des gens, des sorties bizarres, l'Algérie a décidé de quitter l'Afrique. Mais tu vois que. Mais il y a aussi ce que j'appelle les discours de salon. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents, entretiennent des discours avec les petits enfants. Donc ils sortent, et c'est ce qu'ils ont dans la tête. On te dit toujours que tu es supérieur aux Noirs, tu es supérieur aux Noirs aussi. Donc quand tu sors, tu es supérieur aux Noirs. Aujourd'hui, nous, on se dit, ok, on est Africains noirs, les Européens ne s'identifient pas à nous, estiment que. Vous-même, vous avez à peu près, on va dire, la même couleur de peau, et ils pensent la même chose de vous, techniquement. On n'est pas la même chose. Ça me rappelle une petite histoire, on dit, un gars, il est parti en Europe. Il a perdu ses papiers. Comme il est noir, on l'a mis dans un avion, on dit jetez-le quelque part là-bas, il est noir. Au Mali, alors que le gars, il est noir. Salim, on lui a dit il n'est pas marocain, il n'y a pas de marocain noir. Donc c'est comme ça qu'on lui a dit mon frère, arrête de raconter ta vie. En vrai, tu n'es pas marocain, tu es un Africain de Afrique noire, donc monte dans l'avion avec tes semblables. Arrête de mentir, c'est ça, repars dans ton pays. Qu'il rentre. On a un proverbe qui dit que quand tu te transformes en bouillie, tout le monde va mettre de la cuillère en toi pour boire.
Mais c'est ça. C'est Zagba le requin qui a dit. S'il vous plaît. Ils ont été à Imo Final. Voilà. La famille maintenant. C'est fini. Voilà, l'année prochaine, on va chez eux. On va chez eux. Maintenant, comme c'est la canne de C'est la l'hospitalité, canne de que l'hospitalité. vraiment grâce aux Marocains quand même, c'est vrai, dans le livre, ils sont pas tous très sympas, mais Amir est quand même un peu sympathique sur les bords. Ils sont pas On tous estime pareils. que maintenant, c'est l'union de paix et puis en 2025, on prend la coupe quand On même. saura Oui, la- voilà, merci beaucoup. Je pensais que tu allais venir me dire. Non, on va déposer puis on On reprend. reprend. C'est comme Messi qui finit pas. Vraiment. Donc, pour conclure cette petite vidéo, je vais vous demander si vous Petit étonné. Hein. je vais vous demander si vous recommanderiez ce livre et qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous regardent pour qu'ils le lisent à leur tour. Oui, moi je vous recommande de lire le livre, de ne pas prendre tout ce qu'on a dit comme bagage avant de commencer à lire le livre. Exactement. Ouais. Mais vous allez beaucoup apprendre, je pense. Il y aura aussi du questionnement sur justement les discussions qu'on avait là tout de suite sur comment en 2024 certaines choses qui sont dans le livre en tout cas nous affectent aujourd'hui et sont toujours des sujets en fait de société. On n'a pas encore trouvé la solution au racisme, mais peut-être un jour. Mais je pense qu'il y a des histoires intéressantes et puis pour tous ceux qui pensent vouloir se marier sous le régime de la polygamie, allez découvrir ce qui se passe des fois quand on prend cette route-là avec une femme qui est prête à tout pour ne pas que justement votre deuxième mariage fonctionne. Ça peut être intéressant. Ok, sincèrement, tout le monde est unanime ici que ce livre, je recommande ce livre à tout le monde, particulièrement à cause de ma très chère Nabou, qui est une femme battante. Non, elle, c'est une battante parce que tu quittes ton Sénégal natal, tu vas dans un environnement où tu ne connais personne, tu ne connais pas la réalité. Et malgré tout ce que l'autre femme va faire, tu essaies de t'adapter à la situation. Je pense que c'est une femme forte quand même. Mais à côté de ça, lisez le livre parce que Nabou, non, elle va au bout. Nous voilà donc au terme de cette édition spéciale Book Club. J'espère que vous avez aimé ce format et que vous avez pu avoir l'avis de nos invités et peut-être, pourquoi pas, partager l'avis de certains d'entre eux. Nous nous retrouvons bientôt et nous avons hâte d'avoir vos retours sur ce livre, donc Le mariage de plaisir de Tahar Ben Jelloun. À bientôt.